L'on se fatigue et l'on se casse le nez devant cette confusion de l'économie. Mais je veux en rabattre beaucoup et simplifier hardiment le problème. Je pense qu'au sujet de la richesse, nous sommes en train de commettre la même erreur où l'on est tombé ordinairement au sujet de toutes les qualités et propriétés, lesquelles consistent véritablement en des rapports, différences et des nivellations. C'est ainsi que l'on croit d'abord que l'électricité est cachée dans le corps électrisé et lui communique des propriétés comme attirer, repousser, etc. Et d'après cela, on trouverait naturel de verser autant d'électricité dans les corps voisins de façon que les mêmes pouvoirs appartinssent à tous. On croirait alors avoir augmenté la somme d'électricité accumulée en tous ces corps. Mais ce sont des rêveries. Augmenter le potentiel de tous les corps ensemble est une opération nulle. L'électricité ne consiste qu'en des différences de niveau. De même, nous avons formé, au cours d'une période de prospérité, l'idée que tout le monde pourrait bien être riche. Idée folle. Tel est le sommaire et la première vue sur quoi je veux réfléchir. Mais en considérant de très près la différence de niveau dont il s'agit. Je laisse ce qui est vanité. Par un nivellement seulement esquissé des fortunes, on effacerait les plaisirs qui tiennent aux différences d'aspect, de peau, de costume. Cela ferait des mécontents, des indignés, des ennuyés. Petit mot. Je veux regarder aux prérogatives réelles de la richesse. Et qu'est-ce que je trouve? La prérogative de la richesse consiste en ceci que, par la possession de certains signes, j'ai le pouvoir de transformer mes semblables en serviteurs. Par exemple, si je suis pauvre, je vais à pied. Si je suis riche, je hèle un chauffeur qui me mène non pas où il veut, mais où je veux aller. Si je suis encore plus riche, j'ai le chauffeur et l'auto à m'attendre partout où je suis, jour et nuit. Pauvre, je vais chercher de l'eau. Riche, je fais monter le porteur d'eau. Plus riche, je fais monter le tuyau, les robinets, sans compter les pompes, réservoirs et tout le reste, qui sont à mes ordres jour et nuit. Entendez plombier, maçon, égoutier, pompier, architecte, ingénieur, inventeur. D'après cette vue, qui est sans finesse et que je veux telle, j'essaie de me représenter une société où tous, leurs billets à la main, attendent que l'eau, le gaz, l'électricité, les taxis viennent prendre leurs ordres. Il me semble que si les richesses sont égales, l'effet sera nul. Les richesses ne seront jamais égales, c'est bien entendu, mais je veux examiner ce qui arrivera si on atténue l'inégalité. J'imagine un petit nombre de fortunes énormes et tout le reste pauvre. J'entends réduit à travailler pour vivre. L'énormité des fortunes signifie que tout l'excédent du travail est consacré au service des riches, directement ou indirectement. Le petit nombre des riches signifie que l'excédent du travail de tant de pauvres suffit à assurer le service des riches. Maintenant, divisons les fortunes, c'est-à-dire multiplions le nombre de riches. Il y aura au total moins de travaux et plus de demandes de services. Par exemple, quelles que soient les fortunes, il coûte plus de travail pour nourrir 100 riches que pour en nourrir un. Les pauvres seront un peu plus pauvres et les riches un peu moins riches. Si je fais maintenant descendre les richesses dans les régions moyennes en multipliant les dirigeants, calculateurs, organisateurs, conseilleurs, prêteurs, fonctionnaires, actionnaires et gens de même espèce, qui ne produisent point à proprement parler, j'arriverai à un état assez prospère d'apparence, mais où la multitude des riches parviendra péniblement à se faire servir, tandis que la multitude des pauvres travaillera à toute vitesse et à longue journée. Dans cette espèce d'état où abonderont les ambitieux et les mécontents, on s'étonnera de la quantité des choses produites par le travail et d'une sorte de pauvreté diffuse. On se trouvera dans la position limite qui, simplifiée, devient ceci. Un travailleur ayant à nourrir un oisif, ou plutôt une famille de travailleurs ayant à nourrir une famille oisive. Et à ce propos, je voudrais qu'on fît une statistique qui compterait ensemble tous ceux qui produisent réellement quelque chose, par exemple laboureurs, chaudronniers, charpentiers, et ensemble tous ceux qui administrent, comme propriétaires, directeurs, inspecteurs, comptables, policiers, veilleurs. Car il existe certainement entre ces deux masses une proportion naturelle, c'est-à-dire dictée par les nécessités. Au reste, si beaucoup d'hommes se trouvaient pour une part travailleurs réels et pour une part rentiers,
cela n'empêcherait pas qu'un total exagéré de rentiers ne rendît tout le monde pauvre, ou, autrement dit, que l'idée de faire participer le plus grand nombre à la richesse ne se traduisit par une misère générale. On trouvera dans ces remarques à peine une petite lueur, mais c'est de quoi réfléchir.